Bonjour à tous, bienvenue dans Contre-courant, un nouveau rendez-vous à retrouver désormais chaque mois sur Mediapart en présence d'Alain Badiou. L'émission du jour se déroulera en deux parties. Dans la première, 1 an et demi après l'élection présidentielle, quelques semaines après une conférence de presse marquée par la confirmation d'options libérales assumées, nous ferons un point sur la question François Hollande. Dans la seconde partie, nous recevrons l'auteur d'essais politiques Aurélien Bernier, auteur ce mois-ci des tabous de la gauche radicale au Seuil. Au programme, la plus brûlante des questions pour les échéances électorales imminentes, pourquoi la gauche de la gauche échoue face au Front National. Alain Badiou. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous lisez régulièrement le blog du prix Nobel keynésien Paul Krugman. Non, hélas, non. Toujours est-il qu'il a signé récemment un texte retentissant sur ce qu'il a appelé le scandale François Hollande. Scandale qui n'a rien à voir avec l'exhibition soudaine de sa vie privée, mais tout, je cite, avec sa soumission à des doctrines économiques de droite discréditées, son adhésion persistante à des politiques de rigueur qui ont mené l'Europe au bord de l'abîme et en définitive son allégeance générale au monde de la finance, contraire à sa principale promesse de campagne. Je vous le demande aujourd'hui, qu'avez-vous à ajouter à ce réquisitoire ? Je voudrais simplement ajouter qu'il n'est pas entièrement surprenant. Après tout, le ralliement progressif du Parti socialiste aux hypothèses les plus courantes du libéralisme économique a une longue histoire. Même sous le gouvernement Mitterrand, il faut toujours rappeler que c'est Pierre Bérégovoy qui a engagé la dérégulation financière, qui est quand même le point clé de toute cette affaire. On sait aussi que sous le gouvernement Jospin, d'une part, les privatisations ont battu leur plein, et que en pleine affaire sociale, la révolte des ouvriers de Michelin, le président du Conseil, Jospin, a déclaré « Nous n'allons tout de même pas revenir à l'économie administrée ». Alors que Hollande, avec l'espèce de bonhomie cynique qui le caractérise, assume entièrement aujourd'hui le résultat de ce type d'évolution, ça n'est pas véritablement surprenant. À vrai dire, qui peut croire que les socialistes, même dans leurs déclarations électorales les plus fracassantes, sont porteurs d'une alternative au régime financier et économique dominant? Je pense qu'il y a quand même bien longtemps que cet espoir s'est envolé. Il y a un an, lors de votre unique intervention au sujet de François Hollande, après son élection, vous aviez évoqué l'idée d'un sarkozysme à visage humain. Est-ce que cette formule-là vous semble aujourd'hui encore pertinente ? Elle est à peu près pertinente, sauf que le visage humain se déshumanise petit à petit, puisque même en ce qui concerne les réformes sociétales, qui ne coûtent pas très cher et qui peuvent manifester une certaine allégeance à des principes humanistes, on ne voit rien venir. Le gouvernement a commencé avec son ministre de l'Intérieur à réprimer sauvagement les nomades, comme si c'était un problème fondamental de la France aujourd'hui. Aucune espèce de décision n'a été prise concernant l'immigration en général qui soit positive. La promesse de donner le droit de vote aux immigrés municipaux a été enterrée quasiment séance tenante, sans même une esquisse d'essai de faire le contraire. Et le président de la République ne dit jamais un mot concernant la situation des entre 6 et 10 millions d'étrangers qui résident chez nous. Donc je crois réellement que on a un sarkozysme sans tellement de nuances, sauf peut-être la stylistique du personnage. Là où Sarkozy procédait par une sorte d'agitation hystérisée, son successeur procède par une forme d'apathie bonhomme. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire finalement de sa politique étrangère un des symptômes les plus marquants finalement de ce sarkozysme continué que vous pointez? Vous l'aviez fait au moment de l'intervention au Mali en évoquant une équipée néo-impérialiste à prétexte démocratique.
il semblerait que François Hollande l'ait poursuivi récemment par un alignement de plus en plus patent sur les positions de la droite israélienne. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ça aussi, à vrai dire, la tradition à la fois pro-israélienne et, si je puis dire, néo-impériale et néo-coloniale est une vieille tradition du Parti socialiste français. Moi, j'ai fait mes classes politiques au moment de la guerre d'Algérie et je dois dire que nous avons vu encore bien pire que ce qui se passe aujourd'hui à cette époque-là, sous la direction effective du Parti socialiste. Je crois que la politique étrangère, en effet, est alignée sur tout le reste. Elle ne comporte aucun élément novateur significatif, aucune tentative en particulier de sortir des cadres existants de la politique internationale française de toutes les dernières décennies. Et il y a aussi un côté amour du sabre, comme ça, que je considère comme un héritage socialiste aussi. On avait senti Mitterrand assez content de s'engager dans la première guerre du Golfe. Le côté assumer les épaulettes du général est quelque chose qui convient à ses dirigeants, beaucoup plus que de s'occuper des défavorisés, des pauvres, ou de juguler un tout petit peu la dictature financière. La dernière intervention, celle au Centrafrique, je ne veux pas en parler longuement, mais c'est en un certain sens la pire de toutes. C'est la combinaison. À quoi faites-vous allusion exactement? À quel propos faites-vous allusion? Ben là, je fais allusion au fait que l'intervention au Centrafrique, si on entre dans les détails, est marquée par une ambiguïté fondamentale de la question de savoir qu'est-ce que la France vient faire dans cette affaire. Ça, c'est absolument évident. Il semble qu'elle agisse dans le cadre d'une sorte d'alliance avec le Tchad, ce qui entraîne mécaniquement un soutien prolongé ou une inertie prolongée face à l'intervention du nouveau pouvoir musulman, alors que c'est un pays à 80% chrétien et que tout cela a déchanté une guerre civile atroce, à laquelle, en vérité, les troupes françaises assistent pratiquement l'arme au pied. Donc je pense que tout cela dissimule les intérêts considérables de la France dans l'ensemble de la région de l'Ouest africain, qui, comme on le sait depuis longtemps, est considéré par la France comme son précaré. Lors de sa récente conférence de presse à laquelle nous faisions allusion pour démarrer, François Hollande a aussi dénoncé, je cite, les extrémistes qui s'en prennent à l'euro. Et il a réaffirmé de façon très nette sa volonté de travailler main dans la main avec l'Allemagne d'Angela Merkel, suscitant évidemment de vives déceptions à gauche et peu d'espoir quant à la possibilité d'une évolution d'une politique qu'on pourrait qualifier de soumission à l'égard des exigences monétaires et économiques plus généralement de l'Allemagne. Comment voyez-vous se profiler dans cette mesure les prochaines élections européennes? Je pense que les prochaines élections européennes vont voir une polarisation entre le camp général des défenseurs du statu quo européen, qui rassemble quand même les grands partis de gouvernement. Il y a consensus sur ce point du côté des grands partis de gouvernement. Aucun d'entre eux n'envisage en réalité de quitter l'Europe ou de quitter l'euro. Et puis une coalition radicale dont la difficulté est qu'elle est peut-être plus d'extrême droite que d'extrême gauche, hein, sur une thématique, à mon avis, largement fictive du côté de l'extrême droite, de sortie de l'euro, d'indépendance nationale, de retour à la vieille France, qui est évidemment de caractère, à mon avis, absolument démagogique, mais qui peut fonctionner électoralement dans une certaine mesure. C'est une question que nous allons détailler évidemment avec notre invité d'aujourd'hui, Aurélien Bernier. Mais juste avant de le recevoir, je voulais vous poser une question que je crois tout le monde vous pose, aussi bien en France que lors de vos déplacements à l'étranger. Comptez-vous écrire une suite à De quoi Sarkozy est-il le nom qui pourrait s'intituler De quoi Hollande est-il le nom? Je crois qu'avec ce que vous avez dit aujourd'hui, le dossier sera nourri, quoi qu'il en soit. Ben, écoutez, j'ai quand même écrit, avant les élections présidentielles, un petit livre dans la collection Ligne qui s'appelait « Sarkozy, pire que prévu, les autres, prévoir le pire ». Si je devais écrire sur Hollande, ce dont je n'ai pas vraiment et franchement l'envie, car je crois qu'il se suffit à lui-même quant à faire son propre procès, hein, je dirais, j'ai écrit « Prévoir le pire », eh bien, il arrive à être pire que le pire. Voilà. Merci. François Hollande, pire que le pire. Et nous recevons immédiatement Aurélien Bernier. Vous venez de publier au Seuil « La gauche radicale et ses tabous », un livre important
Vous analysez les échecs de la gauche radicale, du front de gauche notamment, parce que le livre est très centré sur ce parti-là, et son effondrement électoral, qui, à vrai dire, a commencé dans les années 2000 et se poursuit aujourd'hui. Vous l'expliquez, cela par son incapacité à s'emparer de la question de la souveraineté nationale, par son adhésion aveugle à une construction européenne mal pensée et un intense malaise par rapport à l'idée même d'instaurer une forme de protectionnisme en faveur de l'emploi français. Ainsi que vous le rappelez très utilement dans ce livre, le Parti communiste a pourtant longtemps prôné le patriotisme économique en France. Le Parti communiste a longtemps fait cohabiter sans aucun complexe le drapeau bleu-blanc-rouge avec la faucille et le marteau. Et à vos yeux, si l'on vous lit, ce sont ces alliances électorales avec les socialistes qui se sont notamment traduits par la gauche plurielle, donc en 97, qui auraient conduit les communistes à se rallier à cette espèce d'européisme béat et faussement généreux que l'on observe aujourd'hui et qui serait totalement suicidaire dans les urnes. Il est vrai que parallèlement à cette évolution du PC, le Front National, lui, qui avait longtemps été libéral réganien, qui, on l'a oublié, mais réclamait même des mesures d'austérité en France pour ajuster notre pays aux exigences européennes, le Front National, lui, parallèlement au Parti communiste et à l'inverse, entamera à partir des années 90 un grand virage protectionniste, social, siphonnant une large partie du vote contestataire. Au mois de mars 2013, Jean-Luc Mélenchon déclarait de façon très frappante à la presse « Nous avons le sentiment d'être dans une course de vitesse avec l'extrême droite. Le peuple qui rejette le système choisira entre notre réponse et la leur. Nous en sommes en effet plus que jamais là et ce sera l'objet de notre discussion du jour avec Alain Badiou. » Et tout d'abord, avant de céder la parole à Alain Badiou, je voulais vous demander, votre livre est déjà sorti depuis quelques semaines, quelles sont les réactions qu'il suscite, notamment au sein du Front de gauche, qui se voit rudement interpellé à travers lui? Alors, les réactions sont assez diverses, puisque finalement, j'explique dans ce livre que le programme du Front de gauche est malheureusement construit sur du sable. C'est-à-dire qu'on a un programme qui est tout à fait sympathique. On peut être d'accord avec la grande majorité des points qui sont développés dans ce programme, qui a été bâti en 2012 pour les élections présidentielles et législatives. Mais la moindre mesure de ce programme est totalement incompatible avec l'ordre juridique européen et avec la règle du libre-échange, de la libre concurrence, de la libre circulation des marchandises et des capitaux. Donc effectivement, je pense que les premières réactions ont été des réactions un peu gênées, puisque j'ai mis le doigt sur, à mon avis, la principale lacune de ce programme. C'est-à-dire que le Front de gauche, aujourd'hui, ne va pas jusqu'à dire eh bien, si le droit européen nous empêche de mettre en œuvre notre programme, nous désobéirons au droit européen. Et pour cela, eh bien, nous restaurerons la primauté de la souveraineté nationale, du droit national sur le droit européen. Pourquoi est-ce qu'il faut aller jusque-là? Parce que depuis que le traité de Lisbonne est inscrit dans la Constitution française, eh bien, le traité de Lisbonne s'impose au droit national. Donc, ce paradoxe fait finalement que le programme du Front de gauche attire une certaine sympathie, mais manque, à mon sens, cruellement de crédibilité. Alain Badiou, on vous devine, on vous suppose assez méfiant à l'égard de cette idée d'un retour du national en politique. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Vous semblez y voir le faux nez du retour de forces populistes à travers l'Europe entière. Quel regard portez-vous sur les idées défendues par Aurélien Bernier dans ce livre? Je voudrais dire d'abord qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles je suis pleinement d'accord avec Aurélien Bernier. Il faut donc commencer tout de suite par les accords. D'abord, il est évident que je ne suis nullement un soutien de la construction européenne dans sa figure actuelle.
elle est de toute évidence et de plus en plus, en réalité, la médiation locale du capitalisme mondialisé. Elle est historiquement la structure ni tout à fait étatique, ni tout à fait transétatique, visant à accommoder en réalité les grands pays européens au système du marché mondial tel qu'il fonctionne maintenant, sous la dictature du capital financier prévu de très longue date, puisque c'était le thème fondamental du livre de Lénine, L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, dès les années 20. Enfin, cette idée que le devenir général de la mondialisation capitaliste, c'était d'abord et avant tout la concentration financière du capital. Donc, sur ce point-là, je suis évidemment d'accord avec Aurélien Bernier. Je suis aussi d'accord sur une partie de la généalogie qu'il décrit quant à l'affaiblissement, en quelque sorte, de la gauche classique et de la gauche radicale sur ce point. Le Parti socialiste, nous l'avons vu, est ouvertement européen depuis une très longue séquence. Alors, il a même participé activement à la mise en place de l'Europe. Donc, il n'y avait rien à en attendre de ce côté-là. C'est un parti viscéralement européen, même. Comme l'impératif de Jospin au Parti communiste l'a clairement montré. Mais alors, du côté des forces de gauche, au-delà du Parti socialiste, je suis d'accord pour dire que le virage du Parti communiste a représenté un moment tout à fait significatif de l'évolution de cette affaire, c'est indubitable. Il représentait pendant tout un moment une polarité de protection nationale de l'économie, et en fait il protégeait ce faisant une bonne partie de sa propre clientèle électorale. On a vu d'ailleurs que quand il ne l'a plus protégé dans ces termes-là, il l'a en grande partie perdu, ça c'est un fait. Je me souviens des affiches, mais elles me serviront de transition vers l'équivoque de cette position, des grandes affiches du Parti communiste des années 70, produisons français, affichées partout, qui tentaient comme ça une soudure entre l'idéologie nationale et l'idéologie sociale, disons-le comme ça. Alors, sur tout ça, je suis d'accord, donc toute une partie du travail argumenté et négatif de votre livre me paraît tout à fait excellent. Ce qui m'inquiète, ce qui me trouble, ce qui me chagrine, c'est que si on réinvoque à l'intérieur de la gauche extrême, ou de la gauche révolutionnaire, de la gauche radicale, ne chicanons pas sur les mots, le thème national, il faut tout de même faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'il y a une longue histoire de la corruption de la gauche par le thème national lui-même. Il ne faut pas la sous-estimer. Ça commence très tôt, avec l'entrée de Jules Guesde dans le gouvernement d'Union nationale en 1914. Ça se continue de façon principale par le ralliement ouvert ou plus insidieux des forces de gauche à l'impérialisme colonial. C'est un point très important de l'histoire de la gauche française. Il ne faut absolument pas le passer sous la table. Encore aujourd'hui, les instincts ne sont pas complètement modifiés. Même Mélenchon lui-même a sympathisé avec l'intervention impériale en Libye au tout début de son effectuation. Ça m'a beaucoup frappé. Ça prouve à quel point les esprits sont encore à gauche imprégnés de la dimension coloniale, impériale et intervenante de l'idéologie nationale française. Et ça, c'est un premier point de suspicion que j'ai si on ne le réintroduit pas, ce thème national, avec des précautions tout à fait radicales sur ce point. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que, au fond, est-il réellement possible aujourd'hui d'imaginer un isolement protectionniste français? C'est un point à examiner du point de vue de la possibilité réelle de la chose. Aujourd'hui, tout de même, les acteurs de la scène mondiale qui sont susceptibles de se doter d'une certaine indépendance sont des acteurs dont le format, si je puis dire, est plus du tout le format français. La France n'est plus ce qu'elle a été, justement, une des grandes puissances impériales du monde, rivalisant avec l'Angleterre sur ce point. Elle est un pays secondaire, dont l'isolement me paraîtrait très difficile à tenir, très difficile à envisager. De sorte que ce que je souhaiterais, ce n'est pas tant qu'on propose uniquement négativement la sortie de l'Europe, le protectionnisme et l'euro,
mais qu'on dessine une autre perspective de politique internationale de la France. C'est ça le point qui est véritablement en jeu. C'est-à-dire quelles alliances, quels alliés, quelles figures nouvelles la France pourrait avoir sur la scène internationale, à supposer qu'elle rompe ses liens historiques et traditionnels avec ses voisins européens. Ça, c'est une question qui me paraît extrêmement importante. Je pense, enfin pour terminer, que dans ce genre de situation, il faut toujours sortir des contradictions autant que possible par le haut plutôt que par la rétraction. C'est-à-dire que le repli national et protectionniste me paraît devoir susciter, en termes d'opinion publique, aussi des mentalités régressives, réactives et de repli sur soi. Or, on sait qu'aujourd'hui, on ne le voit que trop, l'ensemble de cette subjectivité travaille pour l'extrême droite et pas du tout pour l'extrême gauche. Donc un nationalisme purement réactif, qui ne serait pas lié d'une part à un déploiement massif et organisé d'une idéologie émancipatrice universaliste, véritablement, et qui ne serait pas accompagné d'alliances allant dans ce sens-là, autant que faire se peut, serait, à mon avis, extrêmement périlleux. Voilà. C'est pour cela que je suis à la fois sympathisant, en vérité, de la critique de cette Europe qui n'est qu'une machine à nous financiariser, et inquiet un peu sur la stricte logique nationale mise en œuvre comme remède ou recours contre cette disposition. Qu'est-ce que vous répondez, Aurélien Bernier, aux craintes d'Alain Badiou sur, alors il y a plusieurs choses là, mais disons, pour commencer, sur le péril national que ferait peser à la gauche ces idées que vous défendez, et sur la tentation Jules Guesde par laquelle Alain commençait. Et je crois que ces craintes sont tout à fait fondées et qu'il faut les prendre extrêmement au sérieux. Donc pour moi, il ne s'agit absolument pas d'un désaccord, puisque effectivement, depuis que la gauche a renoncé à défendre une vision de gauche de la souveraineté nationale, eh bien, le seul parti politique qui défend une vision de la souveraineté nationale, c'est le Front National. Et effectivement, avec une logique nationaliste, une logique de repli. Et tout l'enjeu est de montrer que la gauche peut en même temps mener des politiques, je dirais, de démondialisation, c'est-à-dire défaire les rouages de cette mondialisation, que sont le libre-échange, la libre circulation des marchandises et des capitaux, que sont cet assujettissement à des structures supranationales, et en même temps, effectivement, avoir une véritable vision internationaliste. Et puis surtout, je crois que la gauche est en panne véritablement sur cette question, intellectuellement en panne sur cette question de la souveraineté internationale, et qu'elle finalement est tombée dans le piège qu'on lui a tendu, c'est-à-dire considérer que parce qu'on laisse circuler librement les marchandises et les capitaux, eh bien, on œuvre pour la paix dans le monde et l'amitié entre les peuples. Je crois qu'il y a des dizaines d'autres façons de coopérer avec d'autres États que de développer les échanges commerciaux. Je pense qu'on peut coopérer d'abord dans le secteur des services, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, qu'on pourrait très bien faire du transfert de propriété intellectuelle pour permettre justement aux pays du Sud de s'émanciper, de pouvoir, par exemple, fabriquer eux-mêmes leurs médicaments, et qu'il y a tout effectivement un nouvel ordre international à imaginer, avec une logique fondamentalement de gauche, et qui n'ait absolument rien à voir, et qu'il ne soit pas possible de confondre une seule seconde avec la logique de l'extrême droite, puisque cette logique du Front National et de l'extrême droite européenne est très claire. Il s'agit de protéger les intérêts du capitalisme national à l'abri, effectivement, de frontières, mais de rester dans une position tout à fait impérialiste, c'est-à-dire de relancer la compétitivité des multinationales occidentales dans la concurrence internationale. Voilà, donc on est sur deux visions diamétralement opposées, et je crois que si la gauche faisait l'effort de repenser les relations internationales à la lumière de ses valeurs, eh bien, il n'y aurait aucune confusion possible avec l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, cette idée d'un retour à l'échelon national qui permettrait de prendre un nouvel envol vers un nouvel internationalisme. Je pense que, à mes yeux, ça ne correspond pas aux dynamiques historiques en cours.
Parce que les dynamiques historiques en cours supposeraient, pour que vos idées, vos propositions actuelles, qui sont sympathiques, qui sont généreuses, aient une réalité historique, supposeraient en réalité l'existence de puissantes organisations internationales. C'est pas en envisageant à échelle nationale un repli, on est bien obligé de l'appeler comme ça, puisque ça supposerait les ruptures des traités existants, ça supposerait des barrières protectionnistes, etc. Ce repli ne me paraît pas concevable s'il ne s'inscrit pas immédiatement dans une logique internationaliste. C'est d'ailleurs ce que vous dites. Mais cette logique internationaliste, qu'est-ce qui va la soutenir aujourd'hui? C'est là le point. C'est quand même prendre le risque d'un isolement périlleux dans lequel, à mon avis, les pulsions et les tensions d'extrême droite trouveraient un aliment indiscutable, sans qu'il y ait véritablement la moindre assise à échelon international pour les propositions généreuses que vous faites. Parce que toutes les propositions que vous faites sont des propositions où il faut être deux au moins, et non pas simplement un seul. Donc, rien n'est mûr pour une proposition de ce genre, et je pense qu'il faut commencer autrement. Il faut commencer par le développement mondialisé, à son tour, d'une vision des choses qui soit hétérogène, en effet, à celle du marché mondial et de la concentration des capitaux financiers. Et ça, c'est un travail politique qui, à mon avis, ne peut pas commencer dans la visée immédiate du pouvoir d'État. C'est-à-dire qu'il faut d'abord renoncer pendant tout un temps à se présenter comme si on était une force politique qui, une fois parvenue au pouvoir, va faire ceci ou cela. D'abord, premièrement, parce qu'on n'y parviendra pas au pouvoir, vous le savez parfaitement aussi bien que moi, hein, non, parce que c'est pas vous seul qui pourriez y parvenir, et vous n'avez pas d'alliés qui veulent le faire comme vous, et d'autre part parce que, à supposer même que vous y arriviez, à mon avis, dans les conditions du présent, les logiques internationales dominantes vous écraseraient d'une manière ou d'une autre. Donc il faut proposer un chemin dont la patience soit beaucoup plus considérable et qui se retire transitoirement de la compétition pour le pouvoir d'État. Et je pense que cette compétition pour le pouvoir d'État est le facteur paralysant d'une bonne partie de la gauche radicale. J'ai vu la Ligue communiste révolutionnaire, avant de prendre la position fâcheuse d'abandonner le mot communisme, s'épuiser en campagne présidentielle. J'ai vu l'orientation militante polarisée de façon implacable par la prochaine élection, ses difficultés, ses alliances avec le PS, pas avec le PS, etc. Tous ces débats sont absolument vains dans la conjoncture présente. Ce qu'il faut, c'est un travail soutenu, interne aux masses populaires existantes, et si possible à échelle mondiale, pour constituer une autre subjectivité politique, mais qui soit massive. Et pour ce faire, je ne crois pas qu'il soit bon ni praticable de s'engager, au fond, dans la règle d'État dominante. L'État français est ce qu'il est, il faut travailler à une bonne distance de cet État. Tout le montre. Dès que le Parti socialiste l'occupe, dès que même la gauche plurielle l'occupe, elle est obligée, elle se sent contrainte de faire ce que nous voyons qu'elle fait. Le pouvoir corrompt, non pas par simplement l'argent qu'il donne à ses membres ou les facilités qu'il leur donne, mais il corrompt parce qu'il est porteur, de façon interne, d'exigences politico-économiques préconstituées qu'on ne peut pas changer sans ce qu'il faudrait bien appeler par le vieux nom de révolution. Voilà. Il y a quand même, pour aller un petit peu dans le sens d'Alain Badiou, un parti pris très fort dans votre livre que j'aimerais qu'on aborde. Et c'est l'idée, tout de même, que la cause principale de la montée du Front National en France, depuis des années, c'est la destruction de la souveraineté nationale, c'est la méfiance populaire par rapport à l'Europe et par rapport à la mondialisation en général, et l'incapacité des partis républicains existants, notamment à gauche, à prendre en charge cette crainte. Ce faisant, il me semble que peut-être vous laissez un petit peu trop de côté, dans l'angle mort, la question de la xénophobie, qui, on le sait tout de même, est un mobile extrêmement puissant de ce vote-là, même ne serait-ce qu'au niveau subliminal. Est-ce que d'où est venu ce choix, cette vision que vous avalisez assez rapidement dans le livre de l'explication unique, en fait, du vote Front National par la peur de la mondialisation? Quelle analyse en est à la cause?
D'abord, bon là, on a touché du doigt un vrai désaccord avec Alain Badiou. C'est que je crois, alors peut-être à tort, mais on verra ce que diront les faits. Je crois effectivement qu'il y a un débouché politique possible et que si la gauche avait le courage, la gauche radicale évidemment, on ne parle pas de la social-démocratie, avait le courage d'aller jusqu'au bout de cette logique de rupture avec la mondialisation, eh bien, elle pourrait réellement changer les choses, y compris à l'échelle de la France. Bon, on voit bien un pays comme le Royaume-Uni, voilà, qui n'est pas spécialement plus puissant que la France et qui arrive très bien à s'en tirer en n'étant pas dans la zone euro et en ne respectant pas la totalité de l'ordre européen. Maintenant, sur la question du Front National, je n'ai jamais prétendu que les questions économiques expliquaient le score actuel du Front National dans sa totalité. Je ne parlais pas des questions économiques, je parlais du rapport à la nation et de la place de la France dans le monde. Oui, mais enfin, vous disiez le rejet de la mondialisation. En fait, je pense qu'il y a deux époques dans l'histoire du Front National. Il y a une époque, effectivement, où le Front National, d'ailleurs sur les questions économiques, est tout à fait ultralibéral, où il gagne des voix sur un discours effectivement totalement xénophobe. Et disons, c'est la première période jusqu'en 1992. Et à cette époque, le Front National eh bien, trouve son électorat dans l'électorat traditionnel de l'extrême droite et voire un glissement de la droite traditionnelle vers cet extrémisme. Et puis à partir de 1992, les choses changent. Pourquoi ? Parce que le Front National comprend qu'il a bien plus à gagner à passer sur un discours, donc je qualifierais de anti-mondialiste, de critique radicale de la mondialisation et de la construction européenne, qu'à continuer à développer un discours ultralibéral et à chanter les louanges de Ronald Reagan ou Margaret Thatcher, comme Jean-Marie Le Pen le faisait dans les années 80. Et là, si je peux me permettre juste une incise, vous parlez plus de la tactique électorale du Front National que de la réalité programmatique du Front National. Alors, mais à partir de là, de toute façon, le Front National a toujours joué un double jeu. C'est-à-dire que quand vous écoutez les interventions dans les médias, vous avez l'impression que Marine Le Pen est prête du jour au lendemain à sortir de l'euro, à sortir de l'Union européenne, à dénoncer l'Organisation mondiale du commerce pour faire absolument ce qu'elle veut. Et quand vous lisez le programme du Front National, c'est absolument pas ça. On est toujours dans une sortie concertée de l'euro, on est toujours dans une renégociation des traités européens. Bref, on a un discours extrêmement ambigu. Mais ce qui est marquant, c'est qu'à partir de ce tournant anti-mondialiste du Front National, eh bien, on a un changement dans l'électorat de ce parti d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur les bastions historiques, sur les nostalgiques de l'Algérie française, sur les zones exposées à l'insécurité, donc les banlieues des grandes villes. On a un ancrage véritablement dans la population, et notamment chez les populations les plus victimes de la mondialisation, victimes des délocalisations, des fermetures d'entreprises. Et je crois que la différence entre les 15% de Jean-Marie Le Pen en 1988 et les 18% de Marine Le Pen aujourd'hui, et peut-être demain 20, et peut-être malheureusement 25, eh bien c'est ce changement de discours. Et ce discours, finalement, de seul parti réellement anti-système, et qui ne s'appuie plus principalement sur la question de l'immigration, mais qui s'appuie de plus en plus sur la rupture avec l'ordre économique. Et ce qui, à mon avis, est une supercherie formidable, puisqu'on sait très bien qu'à l'intérieur du Front National, on a encore au moins une grande moitié des militants qui sont tout à fait ultralibéraux. Mais voilà, ils réussissent ce tour de force de se présenter comme seul parti véritablement anti-système et de prétendre qu'ils seraient prêts à rompre unilatéralement avec la construction européenne, avec le libre-échange. Badiou, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse des raisons, des racines du vote Front National ? Partiellement, mais seulement partiellement, vraiment. D'abord, je voudrais rappeler que dans la logique d'extrême droite, l'entretien de cette ambiguïté entre
une sorte de démagogie populiste, anticapitaliste et anti-mondialisation d'un côté et de l'autre, le référent national comme référent prioritaire est constitutive de ces partis-là. La synthèse la plus admirable était le parti nazi, national-socialiste. Et l'anticapitalisme de façade, qui aujourd'hui prend la forme de l'antimondialisation, est une composante historique absolument traditionnelle de ces partis. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, à supposer que la voie d'une concurrence extrême gauche, extrême droite, dans le champ social actuel, se fasse autour du thème de la mondialisation, il faudrait renforcer considérablement les aspects positifs, novateurs et la proposition générale dans laquelle s'inscrit le courant d'extrême gauche. Parce que, à l'arrière-plan, malgré tout, de l'antimondialisation lepéniste, il y a le bon vieux thème de la nation. Je crois que véritablement, on ne peut pas jouer sur la même corde. Ça ne peut pas être le bon vieux thème de la nation qui est considéré comme la carence fondamentale de l'extrême gauche. Parce que la figure d'une gauche radicale, c'est toujours, en un certain sens, de s'adosser à l'universalité de l'émancipation et pas à la singularité nationale. Quand elle joue de la singularité nationale, c'est toujours dans des contextes tout à fait spécifiques, notamment les contextes de guerre. Ce qui a fait que le ralliement du Parti communiste français au drapeau tricolore, c'est la résistance en réalité. C'est-à-dire quand il a été dans un front uni anti-nazi. Mais de façon générale, je pense qu'il faut en rester quand même aux caractérisations du militant d'extrême gauche donné par Marx, auquel je suis absolument fidèle. Il a deux caractéristiques. Il fait partie du mouvement ouvrier général. Bon, ça, sur ce point, il n'a pas de caractéristiques particulières. Il a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est capable de prévoir l'étape suivante de tous les processus politiques et de ne pas être enclos dans l'étape en cours. Et la deuxième, c'est qu'il est internationaliste. Et que, en dernier ressort, l'énoncé majeur, c'est que les prolétaires n'ont pas de patrie. Alors, comment gardez-vous cet énoncé, les prolétaires n'ont pas de patrie, dans le moment où vous considérez que la nation est le registre principal dans lequel on peut tailler des croupières au Front national? Ça, c'est véritablement mon point d'inquiétude. Ouais, enfin, il y a peut-être une incompréhension sur cette dimension nationale. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait pragmatique. C'est-à-dire qu'on est face à un système économique qui s'est construit pour empêcher que des États puissent mener d'autres politiques que les politiques ultralibérales. Il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, hein, c'est Alain Madelin qui a dit bon, la construction européenne est la meilleure assurance contre le socialisme. Je crois que c'est tout à fait juste, mais on pourrait dire aussi la même chose de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international. Donc moi je ne fais pas l'apologie de la nation, je fais simplement le constat que sans restaurer une certaine forme de souveraineté nationale, il n'y aura pas de souveraineté populaire à court terme. C'est-à-dire que quand vous dites il faut travailler finalement le sentiment universaliste, il faut abandonner temporairement peut-être l'idée de prendre le pouvoir au niveau national, moi, j'ai pas spécialement envie d'attendre et d'espérer que ces changements, qui sont évidemment des changements de très long terme, arrivent pour voir des changements politiques concrets. Et donc, si on veut se soustraire aux politiques ultralibérales de l'Union européenne, de l'Organisation mondiale du commerce, il faut une rupture. Cette rupture, soit on l'imagine en réformant de l'intérieur et donc en obtenant une unanimité au sein de l'Union européenne, une unanimité au sein de l'Organisation mondiale du commerce pour refondre totalement les traités, les accords, et ça prendra également des décennies, soit on décide de rompre au niveau où on peut, même si c'est insatisfaisant pour l'instant, qui est le niveau national. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de montrer qu'en même temps qu'on prendra ces mesures de rupture, eh bien, on prendra des mesures de coopération internationale. Et je crois que il faut essayer d'imaginer ce que pourrait provoquer dans les mouvements sociaux ailleurs en Europe une rupture d'un gouvernement. Alors même si vous ne croyez pas à la possibilité qu'un gouvernement front de gauche puisse voir le jour,
si un gouvernement front de gauche était élu, parce qu'il était clair dans ses discours, parce qu'il assumait cette rupture unilatérale avec la construction européenne et le libre-échange, et s'il mettait en place ces mesures de rupture, c'est-à-dire si finalement il respectait son programme, c'est-à-dire qu'il développe un grand pôle de services publics, il nationalise les banques, il stoppe la libre circulation des capitaux pour taxer ces capitaux et répartir les richesses. Évidemment, les mouvements sociaux dans les autres pays européens ne resteraient pas les bras croisés et s'appuieraient sur cet exemple pour revendiquer. Et je pense qu'en l'espace de quelques années, voire de quelques mois, on pourrait véritablement avoir des explosions sociales et des basculements politiques. Et à partir du moment où la gauche serait claire sur finalement ces deux volets de son programme, c'est-à-dire d'un côté la démondialisation et de l'autre côté l'internationalisme, eh bien on pourrait engager une refonte de l'ordre international et on pourrait voir des changements politiques assez spectaculaires et dans des délais beaucoup plus acceptables à mon avis que le permettrait simplement cet appel à l'universalisme abstrait, à mon sens. L'universalisme n'est pas du tout abstrait. Regardez l'histoire de toutes les forces révolutionnaires dans le monde. Elles ont d'abord consisté en un travail idéologique et d'organisation au sein des gens concernés, c'est-à-dire les masses ouvrières et populaires, avant de s'imaginer ou de faire des plans sur la comète sur ce qu'ils feraient quand ils prendraient le pouvoir, dans le cadre de la légalité, en plus, qui semble-t-il, vous ne remettez aucunement en question. Alors, cette légalité... Oui, mais cette légalité, on a toujours su qu'elle n'était pas praticable parce qu'elle était la légalité de l'ordre dominant. On le voit très bien. Pourquoi, à partir de 83, Mitterrand, qui avait nationalisé les banques, qui avait fait tout ça, pourquoi il a renoncé, hein? Tout simplement parce que l'ambiance gouvernementale et d'opinion ne permet pas de continuer dans cette voie-là, et même oblige, Jospin compris, à revenir sur ce qu'on a déjà fait. Vous ne tenez aucun compte de ce point de vue-là du bilan historique réel. L'État n'est pas une machine neutre dont on va s'emparer comme ça pour faire ce qu'on veut. Ça, c'est une vaste blague tout de même. C'est quand même de la politique fiction. L'État est une machine engoncée, compris son administration, son armée, sa police, l'ensemble de ses réseaux, le système électoral lui-même est organisé pour la perpétuation de l'ordre établi. On le voit tous les jours. Et vous faites comme si, avec une force dotée d'une bonne volonté programmatique, que je salue en effet, vous pouviez utiliser cette machine comme si elle était une machine neutre. Au fond, vous êtes en régression par rapport à l'énoncé, là aussi, de Marx, que les gouvernements dans les grands pays occidentaux sont composés de fondés de pouvoir du capital. Et nous voyons bien que ce soit Hollande, Sarkozy, Mitterrand ou les autres, ce sont des fondés de pouvoir du capital. Vous ne voulez pas en être un. Mais si vous ne voulez pas en être un, on vous chassera du pouvoir tout de suite. On ne vous laissera pas vous y installer et faire ce que vous voulez. C'est quand même une vision qui, d'une certaine manière, sous-estime absolument l'acharnement, la férocité et l'existence universelle des ennemis. Hein, parce que tout ce que vous voulez là, il y a des gens extraordinairement puissants, beaucoup plus puissants que ce que vous êtes capable de faire et de mobiliser aujourd'hui, qui n'en veulent absolument pas, qui sont prêts à tout pour que ça ne se produise pas. Il faut quand même avoir cette vision des choses. Et donc, le point clé, c'est d'obtenir une rupture, non pas au niveau gouvernemental, où à mon avis elle est impraticable par structure, mais d'obtenir une rupture dans l'opinion publique. C'est ça le premier point. Et cette rupture, elle commence, je suis d'accord avec ce que disait Aude Lancelin, elle commence par intégrer l'internationalisme dans la vision subjective des gens. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que le cœur du prolétariat français aujourd'hui est composé par des étrangers, qu'au lieu d'avoir un rapport de rétraction nationale par rapport à ça, ils ont un rapport de solidarité universaliste et prolétarienne, que ce soit ces gens-là qu'on organise de façon prioritaire avec l'ensemble des salariés et qu'on construise comme ça une force qui en effet sera une force porteuse d'une alternative et pas une force qui sera une force qui, à la marge du système existant, essaie néanmoins d'en occuper le centre. Avant de vous passer la parole, Aurélien Bernet, j'ajoute toutefois, pour ceux qui nous écoutent, que notre auteur aujourd'hui n'est pas le seul à gauche à porter aujourd'hui ces idées, et même parfois très à gauche. Vraiment, on voit de nouvelles figures surgir exactement sur cette thématique. Je pense à des gens comme Cédric Durand, économiste, qui a récemment dirigé un collectif En finir avec l'Europe. Je pense à des gens comme Frédéric Lordon,
autres collaborateurs comme vous du monde diplomatique. Je pense, ça ce sont des économistes, je pense aussi à une figure comme celle d'Emmanuel Todd. Tous ces gens considèrent aujourd'hui que la lutte contre l'oligarchie financière, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit content ou non, passera à un moment donné par un retour à la souveraineté populaire et donc à la souveraineté, à l'échelon national, à la souveraineté étatique au niveau... voilà. Donc, je sais que pour son bonheur, Aurélien Bernier n'est pas isolé. Et c'est pour ça que son livre... Alors, Alain Badiou, parce que vraiment, il s'agit désormais d'une mouvance, je ne dirais pas constituée, parce qu'il y a peu de liens finalement entre tous ces gens, et pas forcément de cohérence entre leurs différentes positions, mais quel regard... est-ce que vous pensez justement que c'est ça, aujourd'hui, la force montante, force politique et intellectuelle montante? Je pense que c'est une force politique et intellectuelle montante pour la raison qu'il devient de plus en plus évident que l'Europe, loin d'être la construction d'une force indépendante nouvelle, à la fois de paix, un nouvel espace social, etc., comme elle a à un moment donné promis qu'elle allait l'être, est en réalité ce qu'on disait au tout début, la médiation locale du capitalisme mondialisé et une espèce de machine à détruire les acquis sociaux existants, à privatiser tout ce qui peut l'être, à soumettre tout à la loi du marché, absolument, ça, je le pense tout à fait. Mais ça ne veut pas dire du tout que l'idée, que la stratégie politique puisse être, nous allons prendre dans les voies légales de la compétition électorale le pouvoir d'État, et du sein de cette supposée forteresse, nous allons nous retirer de l'Europe, et ça va produire une espèce de contagion européenne au niveau du mouvement populaire. Ça, je pense que c'est une stratégie qui n'a aucune signification réelle. Donc je ne suis pas contre le fait qu'on s'oppose à l'Europe, je ne suis pas du tout pour l'Europe. Mais je pense que la marge de constitution d'une politique capable de se soustraire à l'Europe par le haut, c'est-à-dire en ouvrant à ce qu'il faudra bien appeler un jour ou l'autre une mondialisation émancipatrice comme alternative à la mondialisation capitaliste, je pense que la séparation d'avec ça est beaucoup plus considérable qu'aucune des forces politiques qui s'imaginent pouvoir le faire aujourd'hui au niveau de l'État et par les voies constitutionnelles s'imagine que c'est. La nécessaire sortie de la légalité, en définitive, vers laquelle pointe Alain Badiou, qu'est-ce que vous en pensez, Aurélien Bernier? Oui, il y a une sortie de la légalité organisée, puisque aujourd'hui la légalité, c'est le droit européen qui s'impose aux États. Donc ça, j'ai aucun problème à ce sujet, et je défends le concept de désobéissance européenne, concept auquel j'ai consacré un petit livre il y a quelques années, comme étant justement le fait de restaurer la primauté du droit national sur le droit communautaire, simplement pour pouvoir mener des politiques de gauche. Pour répondre à Alain Badiou, j'ai la faiblesse de croire que le Front de gauche n'est pas le Parti socialiste. Et que l'échec... Je ne l'ai pas dit. Non, mais quand vous prenez l'exemple de François Mitterrand et de son virage libéral pour expliquer finalement qu'au niveau de l'État, il n'est pas possible de faire autrement parce qu'on est opposé à de telles puissances, qu'on est obligé de renoncer à mettre un programme. Connaissez-vous une exception? Mais il n'y a pas eu d'exception parce qu'il n'y a pas eu d'accès au pouvoir d'une véritable gauche radicale. C'est-à-dire, moi, je pense que le Parti socialiste n'a jamais véritablement eu l'intention de rompre avec le capitalisme en 1981. Et donc, il n'a pas fallu pousser longtemps François Mitterrand pour le convaincre d'abandonner son programme. Déjà. Mais je crois que le Front de gauche, s'il arrivait au pouvoir, tiendrait bon sur son programme à partir du moment où il accepterait d'aller jusqu'au bout de la désobéissance européenne et de la rupture avec le libre-échange. Là où vous avez totalement raison, c'est que les forces conservatrices qui seront opposées à cette politique seront considérables. Et donc qu'il faudra un véritable soutien populaire à cette action d'un hypothétique gouvernement Front de gauche. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre que ce soutien populaire naisse pour prétendre à la conquête du pouvoir. Et je crois que tous les événements actuels, et notamment la violence de la crise européenne, obligent à penser des ruptures dès maintenant, et pas dans 10, 20, 30 ou 50 ans.
Oui, ben là, nous sommes à nu dans notre fraternelle contradiction. Et je pense que des ruptures sont absolument nécessaires, mais je pense que la politique, en tant que politique d'émancipation véritable, c'est-à-dire en tant que vraie politique de rupture, n'est jamais passée nulle part par l'occupation du pouvoir d'État tel qu'il est institué par l'adversaire. Voilà. Et ça, je ne connais aucun exemple historique, et je ne vois aucun signe qu'il puisse y en avoir aujourd'hui, encore bien moins qu'avant, puisque cette machine étatique est, si je puis dire, encore plus pliée à l'ordre mondial dominant qu'elle ne l'a jamais été, ce qui est une de vos thèses, justement, entre autres choses par la médiation du droit européen. Donc je pense que la remarque que tirait Marx d'épisodes vraiment radicaux de l'histoire universelle, par exemple la Commune de Paris, c'était que la machine d'État ne pouvait pas être occupée, elle devait être détruite, et donc le mouvement populaire dont vous parlez doit précéder l'investissement de l'État et non pas le suivre. Le suivre, il y a un exemple en France, c'est 36, c'est le Front populaire. L'occupation du pouvoir d'État par une coalition social-démocrate avec des partis de droite a provoqué le mouvement. Et en vérité, quand on regarde les choses de près, l'ensemble des mesures un peu émancipatrices prises par le gouvernement de Front populaire ont été prises pour cette raison-là. Elles ont été prises sous la pression de l'occupation des usines par les ouvriers, qui a été un événement extraordinaire et qui a fait une telle peur à la droite et même à une partie du Parti socialiste qu'ils ont voté Pétain ensuite, 3 ans plus tard. Donc, voilà, c'est quand même un bilan historique réel, et c'est aussi, si vous voulez, c'est aussi la théorie de l'État, c'est la théorie du rapport entre la politique et l'État, qui est une partie de votre question. Parce que le national, c'est quoi ? En définitive, le national est profondément lié à l'État-nation, Mais l'État-nation français tel qu'il est constitué aujourd'hui, et depuis maintenant un siècle ou à peu près, ou même un peu plus, ce n'est pas l'État d'une neutralité telle qu'il puisse accepter son investissement pacifique pour des réformes radicales, vraiment radicales, puisqu'elles consisteraient à soustraire la France à la mondialisation capitaliste. Donc à faire de la France, qui est quand même une puissance dotée de l'arme nucléaire, etc., une nouvelle exception planétaire, ce que même finalement la Russie et la Chine n'ont pas réussi complètement à devenir. Je crois que là, vous avez quand même pour la France des ambitions grandioses. Pour apporter un dernier élément à notre débat et montrer par la même occasion qu'Alain Badiou n'a décidément pas peur des utopies post-nationales, je voulais rappeler que vous aviez imaginé, Alain Badiou, dans un livre paru en 2003, Circonstance 2, sous-titré Irak, Foulard, Allemagne, France, publié aux éditions Léo Cher, vous aviez imaginé une fusion de l'Allemagne et de la France. Non pas tant, je vous cite, pour créer un nouvel État, que pour inventer une nouvelle puissance, afin de continuer le destin spirituel et politique de l'Europe. Cette affaire-là, aujourd'hui, semble assez mal embarquée. Cette affaire est assez mal embarquée. Je ne sous-estimais pas à l'époque le caractère tout à fait utopique de ma proposition. Aussi bien était-ce une proposition spirituelle et philosophique, d'ailleurs, ce n'était pas vraiment une proposition politique. Mais ce que je voulais dire, et que je maintiendrai aujourd'hui, c'est que nous sommes en tout cas, non seulement à l'époque où l'État est douteux comme instrument de réalisation de quoi que ce soit qui aille dans le sens de l'émancipation, mais où les petits États et les moyens États sont encore bien plus douteux. Quand ce n'est pas alors les vraiment faibles États qui, eux, sont actuellement réduits à une impuissance radicale. Je vois en Grèce, l'État est carrément dirigé par une troïka européenne de façon quasiment coloniale. Enfin, la Grèce est un pays en voie d'africanisation. Donc je disais là, si nous voulons avoir quelque chose en Europe qui dame le pion aux États-Unis, qui soit capable de ne pas être le valet international du capitalisme mondialisé, il nous faut un espace cohérent, unique et puissant. Et pour des raisons que je donnais dans le texte, qui sont en réalité des raisons historiques, culturelles, intellectuelles, philosophiques même, je pensais qu'une fusion de la France et de l'Allemagne, organisée fédéralement comme on voudrait, créerait, elle, alors vraiment, un événement dans la situation mondiale. Au point d'ailleurs que, malheureusement, comme tout ce qui est événement de ce genre, sa probabilité est très faible. Cet événement fusionnel, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense pas grand-chose, mais
Je pense que vous êtes extrêmement pessimiste, parce que si on se tourne du côté d'une autre région du monde qui est l'Amérique latine, on peut se poser la question, comment est-ce que un État aussi directement inféodé aux États-Unis, aussi verrouillé par des puissances tout à fait colossales que l'État vénézuélien, par exemple, a pu se détacher, pas complètement s'extraire évidemment, mais se détacher de cette tutelle, et pourquoi la France, qui est évidemment beaucoup plus puissante que le Venezuela, n'y parviendrait pas. Je crois que vous êtes dans une vision extrêmement pessimiste, et moi je crois au contraire que nous avons les moyens, nous pesons encore sur la scène internationale, nous avons les moyens de rompre avec la construction européenne et de mettre un coup d'arrêt aux politiques néolibérales menées par l'Union européenne, et nous avons cette possibilité d'entraîner avec nous d'autres États dans des politiques différentes. Alors vous avez raison, il ne faut pas sous-estimer les obstacles et il ne faut pas présenter ça comme si c'était une promenade de santé, mais il ne faut pas avoir ce pessimiste qui consiste à dire que plus rien n'est possible au niveau national. D'autres États ont fait des ruptures tout à fait spectaculaires avec beaucoup moins de moyens que ne peut l'avoir la France. Beaucoup moins de moyens français. techniques, économiques et militaires, mais beaucoup plus de moyens politiques. Parce que si vous regardez la genèse de l'État vénézuélien, d'ailleurs entré dès aujourd'hui dans une période de précarité où rien ne garantit que cette chose-là va se maintenir, si vous le regardez, il y a une constitution extrêmement serrée de comités populaires dans toutes les villes. Il y a une masse populaire infiniment plus agitée et politiquement instruite que la nôtre, et surtout infiniment moins, si je puis dire, corrompue par le fantôme du bien-être occidental. Tous les exemples qu'on nous donne sont des cas où existent des masses populaires qui, si je puis dire, sont sub-occidentales, c'est-à-dire qui peuvent encore avoir un désir d'Occident parce qu'elles n'en sont pas parvenues. Ce sont des exemples qui n'ont rien à voir avec ni notre opinion publique, ni la solidité de notre État, croyez-moi. Le Venezuela ou la Bolivie sont des États dans lesquels, enfin, sont des pays dans lesquels la figure étatique est marquée depuis un siècle par une instabilité récurrente. Chez nous, c'est tout de même bien installé, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Pour conclure notre débat du jour, et peut-être vous demander les choses de façon un peu brutale et électoralement sonnante et trébuchante, est-ce que vous pensez que le Front de gauche, tous les deux, la question s'adresse à tous les deux, que le Front de gauche, qui, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en félicite ou non, représente aujourd'hui électoralement la gauche radicale, a les moindres chances dans les années à venir face au Front national? Alain Badiou. Moi, je le souhaiterais, franchement. Je le souhaiterais. Hein. Je tiens à le dire conclusivement. Je n'ai pas du tout envie que le Front National fasse des miracles dans ce pays. Hein, pas du tout. Je suis incertain, et sans doute en partie parce que la consistance, la solidité idéologico-politique du Front de gauche est encore insuffisante. Beaucoup plus que le système de ses propositions gouvernementales. Et il y a quelque chose dans la rhétorique du Front National qui entre en résonance avec une partie des masses populaires, et le Front de gauche n'a pas trouvé aujourd'hui l'équivalent. Voilà. Il n'a pas trouvé l'équivalent, il est trop programmatique, il est trop l'héritier des forces traditionnelles de la gauche encore, bien qu'il essaie de s'en sortir et de se développer de façon indépendante, et je pense que ceci le met au niveau de l'opinion, de la subjectivité et finalement du vote, dans une position relativement difficile par rapport à son rival d'extrême droite. Aurélien Bernier, qui est finalement l'optimiste du jour, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin je suis optimiste, mais il faut aussi regarder la situation telle qu'elle est. Effectivement, le Front de gauche est en position défavorable vis-à-vis de l'extrême droite, et notamment quand on regarde les échéances à venir, et notamment les élections européennes du mois de mai, voilà, où le Front de gauche part avec un sérieux handicap. Ceci dit, je pense que la gauche radicale dans son ensemble, parce que on parle aujourd'hui du Front de gauche, mais la gauche radicale est plus large. Il y a des mouvances trotskistes qui ne sont pas dans le Front de gauche. Mais les mouvances trotskistes, le NPA, Lutte ouvrière, sont encore plus loin de vos thèses que le Front de gauche. C'est vrai, mais je pense que cette gauche radicale n'a pas le choix. À l'opposé même de vos thèses, je dirais. Alors, on voit des mouvements, hein, même chez les trotskistes, des gens qui tenaient le discours d'Alain Badiou, voire même
en étant beaucoup plus dur avec les personnes comme moi qui prônaient une option de rupture nationale, on voit certains trotskistes qui évoluent et qui commencent à dire eh bien, qu'il faut poser la question de la désobéissance européenne, qu'il faut poser la question de la sortie de l'euro et du protectionnisme. Et que le protectionnisme, par exemple, n'est pas le synonyme d'un repli national, mais que ça peut être un moyen de protéger les acquis sociaux. Donc on a une véritable évolution au sein de cette gauche radicale. Et moi, je pense que cette évolution va continuer parce que la gauche radicale n'a pas le choix. C'est-à-dire, soit elle continue à évoluer dans ce sens, et je le dis encore une fois, à évoluer sur les questions de démondialisation, mais aussi sur une façon de concevoir un nouvel internationalisme. Parce que, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et si la gauche radicale n'évoluait pas sur ces questions-là, je pense qu'elle disparaîtrait. C'est-à-dire qu'elle elle resterait électoralement à un niveau très faible et elle serait écrasée par le Front National, tout simplement parce que son programme politique n'est pas crédible une seconde si on n'accepte pas de désobéir à l'Union européenne et de ne plus respecter la règle du libre-échange. Donc soit finalement la gauche radicale s'autodissout, soit elle arrête de faire de la politique, soit elle va jusqu'au bout de la logique et assume cette désobéissance européenne et cette rupture avec le libre-échange. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, Aurélien Bernier, La gauche radicale et ses tabous. Pourquoi le Front National échoue le Front de gauche échoue face au Front National. Ce sera le prochain, ça. Pourquoi le Front National a échoué face au Front de gauche. Je crois qu'on l'espère tous les trois. Aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux. À très bientôt, Alain Badiou, pour une nouvelle édition de Contre-courant.